sujet de l'année, le règlement général de la protection des données. Et l'autre sujet de l'année, c'est les marketplaces. Donc normalement, vous devriez être comme des fous tous ici. Mais bon, apparemment, il y a mais on va quand même voir ensemble un petit peu ces enjeux. Donc je vais vous parler du règlement général de la protection des données et des marketplaces. Une petite présentation de mon cabinet. Donc j'ai un cabinet qui a été créé maintenant il y a 20 ans. Plus de 35 avocats spécialisés tous en droit de l'intelligence artificielle, du numérique, des services numériques et de la création des usages disruptifs. On a également une particularité, c'est que nous avons 3 labels, dont un label audit de traitement automatisé de données, label qui a été prolongé jusqu'en 2021 et on est le seul cabinet en France à avoir obtenu cette prolongation. Également, nous avons en matière de formation au RGPD des labels. Nous intervenons aussi en masterclass pour les NPI et j'ai été président du premier réseau international d'avocats francophones, le réseau Jessica. Juste pour vous montrer un petit peu, notre devise, c'est As Avocat, complice de votre réussite digitale. Voici par exemple des clients que nous avons dans des missions que nous avons réalisées en matière de marketplace. Le programme que je vous propose de suivre est le suivant. Dans un premier temps, je vais vous parler du cadre juridique des marketplaces. Vous allez voir, c'est quand même complexe. Et ensuite, les conséquences du RGPD sur la protection des données collectées dans le cadre d'opérations de marketplace. Et enfin, quel est le plan d'action si vous êtes sur un projet que vous devez mettre en place. Tout d'abord, je vous propose de voir ensemble le cadre juridique d'un marketplace. Et je vous donne tout d'abord la définition d'une marketplace. La marketplace, alors c'est pas évident de trouver une définition simple d'une place de marché. En simplifiant, on pourrait dire que c'est une plateforme en ligne. Et donc retenez bien la notion de plateforme, puisque en droit, c'est le terme que nous retenons, le droit des plateformes. Une plateforme en ligne qui met en relation un fournisseur avec des acheteurs, a priori sur un même marché. Donc c'est tout à fait, et vous avez ici dans le schéma que je vous ai présenté, eh bien un petit peu comment se passe cette relation en matière de place de marché. Il y a 3 types de places de marché et qui répondent d'abord pourquoi on va monter en fait une place de marché. La première idée, c'est on va monter une place de marché parce qu'on veut élargir son catalogue de produits ou de services, son offre à des vendeurs tiers. Et c'est le cas par exemple de Jiffy, de Bébé au naturel, l'éclat de verre. Enfin, je vous ai mis un certain nombre d'entreprises qui se lancent en fait sur la place de marché parce que tout simplement l'objectif est d'élargir la palette des produits et des services et de faire bénéficier les clients sur, j'allais dire, c'est une idée d'économie circulaire. On va essayer en spirale, et à partir de ces produits, on va essayer de proposer et d'augmenter les performances auprès des clients. La deuxième solution dans les places de marché, c'est parce que l'on souhaite créer un nouveau business, de nouvelles affaires. Alors c'est très difficile quand vous êtes sur un marché de réfléchir et d'accepter l'idée de dire finalement ma plateforme, je vais l'ouvrir à mes concurrents. Mais si vous voulez, quand on se lance là-dedans, eh bien on va ajouter des services à une offre qui était existante. Et vous avez Europe Assistance, Generali, ELS, etc. Ou vous avez aussi le cas de créer des offres, si vous voulez, disruptives. Par exemple, nous sommes intervenus avec Suez dans des projets, aujourd'hui dans la récupération des immeubles que l'on démolit et de permettre, si vous voulez, à d'autres personnes de pouvoir récupérer ces matériaux. Airfree, qui est une démarche qui est tout à fait intéressante de possibilité de commander, d'être le Amazon à bord des avions, ou les chèques déjeuner qui essayent aujourd'hui de développer et d'aller au-delà simplement du moment où vous êtes en pause repas. Donc vous voyez, il y a toute une série de possibilités en matière de place de marché.
Et puis enfin, la troisième possibilité, lorsque l'on veut créer une place de marché, c'est digitaliser en fait son offre, c'est cette transformation numérique. Et là, vous avez toute une série de points, soit parce qu'on veut dépasser le réseau physique où on se rend compte qu'il ne correspond plus à des attentes, soit alors parce qu'on veut chercher, si vous voulez, de nouvelles possibilités dans les relations. Et c'est le cas, par exemple, de chèque déjeuner. Donc voilà un petit peu ce que sont les places de marché et pourquoi on va créer des places de marché. Un exemple d'une place de marché qui fonctionne, c'est Alibaba, c'est Amazon aussi, où là, en fait, on met à la place des outils qui vous permettent ensuite de proposer des produits. Quels sont les opérateurs sur une place de marché? En fait, on voit et on peut regrouper ça en 4 types d'acteurs. Vous avez l'opérateur de la place de marché. Il va faire l'intermédiaire entre les fournisseurs et les clients de la place de marché. Vous avez ensuite l'ensemble des fournisseurs, les clients et enfin les opérateurs de paiement. Là aussi, le choix stratégique d'une place de marché, c'est de devenir ce fameux tiers de confiance qui va permettre entre les parties de pouvoir faire des acquisitions. Donc là, on voit les opérateurs de paiement, on va y revenir si vous voulez tout à l'heure. Voilà maintenant, une fois qu'on a fait le cadre, je vous ai présenté un petit peu les différents modèles, vous avez vu les différents acteurs. Voyons maintenant quelles sont les conséquences juridiques, parce qu'une place de marché, c'est régulé, il y a des enjeux juridiques derrière ça, et on va voir quels sont les différents statuts sur la place de marché. Alors tout d'abord, il y a un premier statut, c'est celui d'opérateur de la plateforme. Cet opérateur de la plateforme, en fait, son statut est prévu par l'article 49 de la loi sur des règlements des marchés de 2017, du 7 octobre 2017, qui nous dit que c'est une personne qui propose un service de communication au public en ligne, donc vous voyez bien la notion, reposant sur la mise en relation. On est dans la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, la fourniture d'un service ou d'échange ou de partage de contenu d'un bien ou d'un service. Donc vous voyez là, à partir de ce moment-là, on est un opérateur de plateforme. Il n'est pas parti dans un contrat puisqu'il met simplement en relation entre le fournisseur et l'acheteur. A priori, il est garant de l'exécution du contrat et c'est pour ça que ces opérateurs ont un rôle fondamental puisqu'ils deviennent des tiers de confiance. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant autour de ça. Il a une obligation, bien entendu, de respecter un principe de clarté dans la présentation de son offre, de loyauté et bien entendu, c'est le point, la transparence. Et en pratique, cela se traduit, comment? Lorsque vous arrivez sur la plateforme, il aura des conditions générales d'utilisation ou des conditions générales de service. Donc ça, c'est l'objectif et c'est ce que vous devez faire en droit. Autre personnage, qui est le statut d'intermédiation. Donc dans ce cadre-là, en fait, on a étudié toutes les possibilités. L'opérateur est donc un courtier. On est sur le statut de courtage. Donc le courtage, je vous rappelle, c'est une opération par laquelle une personne, qui est désignée comme étant le courtier, met en relation des personnes qui désirent contracter pour les amener à passer à l'acte. C'est un peu comme l'agent immobilier quelque part. Et donc c'est très intéressant cette possibilité et ça permet également, je veux dire, de sacraliser cette notion de tiers de confiance. Ces obligations, alors c'est prévu, c'est le Code du commerce qui prévoit ce statut de courtier, article L110.1, L131.1 et du Code de commerce, et puis aussi on a le Code monétaire et financier. Il doit, bien entendu, ça c'est un point important, il a l'obligation de vérifier l'identité et la capacité des parties. Il a ensuite l'obligation de vérifier la légalité des produits et des services proposés. Il va chercher un contractant, donc ça c'est les moyens à prendre en compte. Les grands litiges sont sur la promesse n'a pas été tenue, j'étais sur votre plateforme, vous deviez attirer le plus d'acheteurs et en fait vous ne le faites pas, c'est l'enjeu et c'est ce qu'il faut rechercher sur les garanties que vous avez quand vous arrivez sur une plateforme que vous allez trouver en fait les bons clients.
Il a bien entendu des obligations d'information et de conseil, notamment sur les produits que vous mettez en place. Et il y a une absence de représentation. Il est payé, si vous voulez. Il a une absence de représentation, contrairement à ce qui se passe dans la commission ou dans le mandat, puisqu'en tant que courtier sur une plateforme, c'est le référencement qui touche sur le référencement. Autre point juridique, lorsque l'on est en ligne, c'est de savoir quel est son rôle. Et donc son rôle va nous permettre de déterminer quel est son statut. Et là, il y a deux possibilités. Soit il est hébergeur, soit il est éditeur. Et en fait, pour savoir s'il est hébergeur, c'est en fait l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. L'opérateur se charge uniquement de stocker du contenu de façon technique, automatique, et nous dit, les juges vont chercher son rôle, s'il est actif ou passif, donc il doit être passif. Dans ce cadre-là, eh bien, nous sommes devant un hébergeur, et en fait, ça a une grande conséquence, c'est qu'il n'est responsable, j'allais dire, de rien, sauf si vous l'avez informé de contenu qui était illicite et qu'il n'a pas promptement réagi. Et puis vous avez ensuite, dans les autres cas, s'il a un rôle, il est actif, s'il est dynamique, eh bien on va le considérer comme étant un éditeur. L'opérateur joue un rôle actif sur les contenus. Je vous dis, c'est un petit peu toutes les affaires qu'il y a eu à un moment donné avec le statut d'eBay. On mettait des produits, eBay disait chaque fois je suis hébergeur, et puis en fait les tribunaux allaient rechercher dans des actions s'il était simplement, il avait un rôle passif ou actif. Dès lors qu'il est, alors ça c'est un vrai piège pour les plateformes, dès lors que vous mettez un modérateur, eh bien, vous avez un rôle qui est actif. C'est aussi un point important. Donc, c'est le piège aussi. Donc, il faut choisir en fait des produits qui sont licites, parce que si vous avez des produits qui sont illicites, je prends le cas d'une affaire que nous avons eu à régler, où quelqu'un mettait des petites annonces, et dans les petites annonces qu'il mettait en place, notamment pour du coaching sur sa plateforme, il y avait des gens qui faisaient du coaching 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On pouvait se poser la question, c'est quel type de coaching ? Bon, finalement, bonjour. Finalement, en fait, ce qui s'est passé, il est allé bien au-delà de ce qui était prévu, et ça a été considéré par les tribunaux comme il avait mis ensuite un modérateur, et il a été complice de proxénétisme. Donc, il faut être très très prudent par rapport à toutes ces démarches, vous voyez, et ces rôles qui sont mis en place. Voilà pour ce point. Ensuite, bien entendu, sur une place de marché, l'opérateur doit vérifier en fait les produits et les services qui sont mis sur sa plateforme. Et là, les règles qui existaient dans le monde réel se retrouvent dans le monde, si vous voulez, en ligne. Donc, il faut faire attention au cas des intermédiations par biens divers. Pour le transport des biens et des personnes, vous savez qu'à l'heure actuelle, par exemple, le Blablacar, qui serait en fait une place de marché, finalement, on a des vrais problèmes, puisque des gens c'est Blablacar. Ils utilisent Blablacar pour se déplacer, et en fait le passager ne vérifie pas en fait la personne qui vient dans la voiture, et quand vous passez des frontières, notamment en Italie, eh bien après on dit que vous importez de la main d'œuvre, vous êtes un passeur dans le cadre de migration, et il y a vous faites saisir vos véhicules, et ensuite vous ne pouvez pas, si vous voulez, vous avez des sanctions. Un conducteur qui allait faire du cyclisme et qui avait pris 2 passagers qui en fait ont été considérés comme étant il a été considéré comme étant passeur, il s'est fait saisir son véhicule, il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et 20 000 € d'amende. Donc vous voyez, il faut là aussi, et quand vous téléphonez après à Blablacar vous dit oui, c'est à vous à vérifier l'identité du passager. Donc vous voyez, il y a toute une série de points qui sont importants. Donc le transport des biens et des personnes, là aussi quand vous voulez créer votre plateforme, ou alors bien entendu sur certains types de produits, je prends le cas des produits pharmaceutiques ou de ceux qui feraient du produit paramédical, ou qui importent en fait, ou qui font venir des produits d'autres pays dans lesquels en fait on peut vendre. Donc il faut vérifier, connaître en fait les règles juridiques. Voilà pour les places de marché. Voyons maintenant quel est l'environnement légal de ces places de marché. Vous allez voir cet environnement légal, finalement, si on suit le parcours que je vous ai présenté, on se rend compte qu'il y a 3 intervenants: le fournisseur, l'opérateur de la place de marché et les clients. Et bien entendu, juridiquement, vous allez devoir construire, puisque vous êtes dans un univers de confiance et de transparence. Dans la relation fournisseur-client, eh bien, vous devrez mettre en place des conditions générales de vente. Dans le cadre de la relation entre l'opérateur et le fournisseur, des conditions générales de service. Et enfin, dans le cadre de la relation entre l'opérateur et le client, des conditions générales d'utilisation. Donc vous voyez que le fait de créer sa place de marché
a tout de suite des incidences puisque l'opérateur doit mettre en place ou mettre à disposition 3 types de formulaires, de notices légales qui doivent figurer sur les sites. Au niveau des services de paiement, là aussi, c'est un véritable enjeu, l'enjeu des places de marché. Nous étions au salon de l'e-commerce à Paris il y a encore hier, et vous aviez des stands multiples d'opérateurs de paiement. Donc là-dessus, ces prestataires de services de paiement, c'est en fait, leur statut est prévu par la directive DSP2, leur statut est codifié par l'article L523.1 du Code monétaire et financier. C'est un prestataire qui propose des services à des tiers d'accepter des paiements en ligne sur une plateforme, généralement une carte bancaire. Et tout l'intérêt en fait d'être un opérateur de marketplace, c'est justement de jouer ce rôle de tiers de confiance, de donner des garanties, d'apporter des assurances, et ce qui permet qu'on peut faire des achats sur votre plateforme, parce que de toute manière, il y a un contrôle, vous serez véritablement livré. Enfin, il y a tout un enjeu qui est véritablement intéressant. Juste, nous, ça fait 20 ans que nous sommes sur le marché de l'e-commerce. Aujourd'hui, ce n'est plus des sites internet ou des applications que nous voyons. On arrive dans notre cabinet des créateurs de places de marché. L'enjeu est les places de marché. Et j'allais dire, le véritable marché, ce qu'on a vu là aujourd'hui, c'est les places de marché pour des services, et notamment des services à la personne. Les places de marché pour les services à la personne, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. Un autre enjeu, je vous le dis, c'est la location ou le partage de places de parking, de mise à disposition d'encombrants, etc., de les récupérer. Enfin, il y a des places de marché à monter. Ce sont des activités qui sont importantes et on peut jouer aussi la proximité. C'est un point, c'est pour ça que c'est relativement intéressant. Donc, le statut de ces services de paiement, le statut, il faut qu'il y ait un agrément qui va être donné par la CPR. Il doit remplir divers critères de compétences. Et puis, donc, il y a des recours. Bon, il y a toute une série, vous avez à l'entrée, toute une série d'entreprises qui proposent en fait ces services. Et donc, après, il faut voir le pourcentage. Enfin, il y a toute une série de règles. Il y a leurs conditions à regarder qui sont, j'allais dire, c'est un livre de lecture à plus de 100 pages. Mais bon, il faut vérifier un peu tout ça. Autre point intéressant, je vous l'ai mis pour regarder ce schéma des flux financiers. Vous voyez que vous avez un marchand, donc on va le faire du côté de l'acheteur. L'acheteur va passer une commande, la commande elle est passée auprès de l'opérateur qui à ce moment-là va mettre à la disposition du marchand un outil de paiement donc qui sera issu du prestataire de paiement du PSP, et ensuite le marchand on va passer la commande et bien entendu il va contrôler les livraisons, il va regarder l'encaissement, enfin la conformité et la délivrance du produit. Donc c'est de véritables garanties. Donc vous comprenez très bien pourquoi ce marché est formidable. C'est parce que en fait l'acheteur va être dans un univers de confiance, ce que l'on recherche de plus en plus. Tout le monde n'ayant pas pignon sur rue, ça permet en fait à ceux qui se spécialisent sur des produits ou des services très particuliers de donner des garanties comme les plus grands finalement. Et ça vaut les bonnes notes, puisque vous savez que dans les sites marchands où on a les avis sur les places de marché, finalement il y a aussi, si on ne respecte pas les règles, on vous met dehors. Je peux vous dire que nous gérons aussi les problèmes de marchands qui en fait ont été évincés parce qu'ils n'avaient pas respecté les conditions de livraison, ils étaient en rupture, les prix, etc. Ça fait des trous dans la raquette quand en fait vous êtes sur une place de marché, par exemple Amazon, et puis qu'on vous dit c'est fini, tu ne restes plus sur notre plateforme. Voilà, ça c'était la première partie, c'était juste pour vous montrer l'enjeu avec les places de marché et vous dire aujourd'hui, c'est vrai que monter une place de marché, c'est un enjeu qui est crucial. Mais au-delà de ça, monter une place de marché, c'est aussi fédérer toute une communauté d'utilisateurs. Et donc on a un deuxième enjeu qui est important et que l'on retrouve aujourd'hui, c'est à qui appartient le client. À qui appartient le client et quelles sont les règles qu'il faut mettre en place aujourd'hui dès lors qu'on est collecteur de data. Et donc on va passer maintenant à cette nouvelle, si vous voulez, brique qui est importante, qui est le règlement général de la protection des données. Alors, donc je suis parti de la place de marché. Bien entendu, ça va concerner l'opérateur et puis le marchand.
et puis finalement, parce qu'on va voir quels sont les droits de ses clients. Hein. En fait, c'est aussi l'enjeu. Alors, premier point sur le règlement général de la protection des données. Vous savez que depuis le 25 mai 2018, le règlement est applicable, c'est-à-dire que les sanctions peuvent être activées par la CNIL. Alors la CNIL a été très précise, elle a dit sur toutes les nouvelles dispositions par rapport au règlement, je serai cool, je vous laisse à peu près un an et demi, donc c'est les questions de minimisation, c'est les questions de portabilité, mais surtout le reste, s'il y a des plaintes, je les instruis. Je tiens à vous dire une chose, c'est que nous constatons à l'heure actuelle que le règlement général de la protection des données, si c'est devenu un véritable outil pour lutter contre la collecte des GAFA et pour rééquilibrer un petit peu une souveraineté numérique européenne, c'est aussi une arme de dissuasion massive qui est prise par les activistes. Et aujourd'hui, vous recevez un SMS, regardez un petit peu ce qui s'est passé à Rennes. Le maire a dit vous êtes en retard de vos loyers, ou a lancé en disant je ne suis contre cette politique faite par tel gouvernement. Les gens se sont plaints, on dit comment vous avez eu mes données, et il y a eu des actions qui sont engagées. En Angleterre, les magasins qui vendent des peaux d'animaux, de la fourrure, ont vu en fait toute une série d'attaques de gens en leur demandant mais comment vous avez nos données, nous ne voulons pas être dans votre base et nous demandons à récupérer nos données. Les trains ferroviaires anglais ont eu des retards dans la ponctualité de leurs trains. Plus de 600 000 personnes se sont mis à demander et à vouloir récupérer leurs données. Donc j'allais vous dire une chose, faites très attention aujourd'hui. L'enjeu de la data, on le voit pour 2016, ça sera des questions de portabilité et de comment je réagis. Le patron d'une grande banque, le DPO d'une grande banque, a indiqué qu'au-delà de 40 demandes par jour, ils ne savent plus les traiter. Et chaque demande aujourd'hui, ça lui coûte 2 000 €. Donc vous voyez aujourd'hui dans la collecte de données, avoir des données qualifiées et non pas les collecter en quantité, ça a un véritable enjeu. Donc l'objectif du règlement était très simple, c'était à la fois de protéger les personnes physiques, c'est-à-dire nous, c'était également d'assurer la confiance en disant je suis dans un espace où je peux confier ces données, si je les ai confiées pour m'envoyer une newsletter, on ne va pas les vendre ensuite à quelqu'un pour en faire autre chose, on veut éviter Cambridge Analytica. Vous savez que Facebook a perdu plus de 73 millions de personnes simplement à cause de cette affaire. Donc c'est quand même un point important. Et aux États-Unis, ils sont en train, les gens, de partir parce qu'ils ne veulent pas que nos données servent pour des campagnes politiques. Et puis vous avez responsabilisé les acteurs. Celui qui collecte, il peut aujourd'hui créer tous les traitements qu'il veut, mais il doit rendre des comptes et apporter la preuve qu'il est compliance. C'est ce que nous allons voir. Alors, les notions clés, ce règlement il est important. Je vais essayer de vous l'expliquer de manière très simple. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle? Qu'est-ce que c'est qu'en fait un fichier? Qu'est-ce que c'est qu'un traitement? Ici, à la fin de ma conférence, vous me donnez votre carte de visite. Sur votre carte de visite, il y a vos noms et prénoms. Très bien, ce sont des données à caractère personnel. Il se peut qu'il y ait simplement votre numéro de téléphone, indirectement par votre numéro de téléphone, eh bien je peux savoir que c'est vous, ce sont des données à caractère personnel. Éventuellement, vous m'auriez donné votre numéro de carte grise ou la plaque d'immatriculation, ce sont des données indirectement personnelles, donc ce sont des données à caractère personnel. Mais le règlement, pour autant, ne s'applique pas. Lorsque nous faisons des échanges, les applications domestiques ne sont pas concernées par le règlement. Je rentre chez moi, vous m'avez donné vos coordonnées, je mets dans une boîte à chaussures votre carte de visite. Je ne suis pas concerné par le règlement général de la protection des données. Mais comme je suis un homme organisé, je vais ensuite faire un listing stable, organisé, mettre vos noms, prénoms, le contact, aujourd'hui le gène à Metz, et remplir ce fichier. Et là, je vais constituer, parce que ça va être organisé et stable, un fichier de données. Et puis, comme encore je suis plus que cela, très, très organisé, ce fichier, je le mets dans un classeur avec toutes les personnes que j'ai rencontrées en 2011 et une finalité à contacter, intéressées par le RGPD. J'ai constitué un règlement. Et quand on parle de règlement général de la protection des données, on doit simplement raisonner en termes de finalité de traitement. Et donc vous avez comme objectif, y compris pour la place de marché, l'opérateur de plateforme, ou les marchands, mettre en place des registres dès lors que l'on a des traitements. Vous voyez, c'est très simple, c'est un point important à mettre en place. Et là, vous avez les définitions qui sont données.
Je vous ai fait un petit peu des cas. Il y a 3 types. On rencontre, en fait, si vous voulez, pour qualifier les données. Donc, on a les données qui permettent une identification directe, le nom, le prénom, l'adresse mail. Une identification indirecte, par exemple l'adresse IP. Il est considéré qu'une adresse IP, c'est une donnée à caractère personnel. Votre carte de transport, votre carte d'identité, votre carte bleue, enfin tout ça sont des données indirectes. Et puis il y a des données qui vont être anonymisées, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut plus vous repérer, vous identifier, et cela d'une manière irréversible. Encore faut-il, nous dit la CNIL, que dans ce cas-là, il faut que vous mettiez en place une veille pour que via les corrélations aujourd'hui grâce au big data, on ne puisse pas en fait vous retrouver. Et enfin, vous avez les données qui sont pseudonymisées, c'est-à-dire qu'ils sont effectivement, vous êtes masqués, mais en fait le système, on peut vous retrouver. Et là aussi, quand vous achetez des fichiers et on vous dit c'est pseudonymisé, il faut faire très attention parce que en fait là, vous pouvez relever, c'est une règle de sécurité, mais vous répondez, vous relevez du RGPD. Voilà pour les données. Juste un autre point particulier, quand on collecte des données, il est important de le rappeler. Les données, le principe des collectes de données, vous pouvez collecter toutes les données sauf certaines qui sont considérées comme étant sensibles, et pour la collecte, elles impliquent en fait des dispositions particulières, notamment des études d'impact ou en fait des autorisations particulières de l'autorité de régulation. Quelles sont ces données sensibles? Alors la première, c'est l'origine ethnique et raciale. Juste un peu, le fait d'avoir un trombinoscope avec des photos, vous êtes déjà, sur une certaine manière, en train de constituer un fichier ethnique ou racial. Donc il faut faire très attention autour de ça, et de son usage, et de bien décrire la finalité. Et oui, c'est déjà un point. Les orientations sexuelles. Si vous mettez en fait catégorie monsieur, madame, marié, divorcé, déjà d'entrée de jeu, vous êtes en train de faire un fichier d'orientation sexuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a monsieur avec madame, c'est hétéro, mais il peut y avoir monsieur avec monsieur ou madame avec madame. Et donc d'entrée de jeu, aujourd'hui même être hétérosexuel, c'est un fichier qui présente une orientation sexuelle. Donc il faut tout ça, vous voyez, anticiper. Bien entendu, les convictions religieuses ou philosophiques, simplement par les cantines des entreprises, on peut connaître les orientations philosophiques ou religieuses de personnes, la végane, la cachère, la halal, la carême. Donc tout ça peut être de vrais problèmes. Les opinions politiques, les opinions syndicales, l'état de santé, là aussi c'est de véritables enjeux, et à ce moment-là il y a des protections à mettre en place. Bon, les données biométriques et les données génétiques, et enfin les condamnations pénales. Mais vous savez que dans les entreprises, les flottes de véhicules, il y a déjà des listings, un monsieur a perdu les points, etc. Et donc là aussi, c'est pour ça que quand on parle du règlement général de protection des données, vous avez 2 univers, l'univers de l'entreprise avec ses salariés, puis l'univers de vos clients, fournisseurs et clients qui sont importants. Les acteurs du traitement, et là c'est important, donc pour revenir avec notre place de marché, on peut être donc opérateur d'une place de marché, mais aussi, selon le cas, on va pouvoir être soit responsable du traitement, c'est-à-dire la personne pour le compte de qui on collecte les données, mais on peut être aussi sous-traitant. C'est des cas, et notamment dans le cas de l'intermédiation, ou quand on est courtier. On peut être aussi simplement destinataire, c'est-à-dire je t'envoie le fichier, notamment par exemple de la commande, et puis on peut être, et on est la personne concernée. Là aussi, je rappelle quelque chose qui était très important, même si je trouvais que c'était magnifique l'article 1er de la loi informatique et liberté. La loi informatique et liberté nous disait l'informatique est au service du citoyen et non pas, et elle doit protéger sa vie privée, sa dignité humaine et les lois fondamentales. Le problème, c'est que dans ce texte, il y avait le mot citoyen. Et la question on pouvait se poser, mais si je ne suis pas citoyen de ce pays, est-ce que je suis protégé par le règlement? Et dans le cas du règlement au niveau européen, on a les personnes concernées, ce qui permet à toute personne qui arrive sur le territoire européen d'être protégée en tant que telle. C'est la personne concernée dès lors qu'on collecte ces données. Vous voyez, ça c'est aussi un bon point. Voilà, les acteurs du traitement, on peut aussi dans certains cas être co-responsables. Les principes fondamentaux. Alors, j'ai une plateforme, je vous dis qu'il y a un impact du RGPD. Ben oui, vous allez voir, on va les trouver à tous les niveaux. D'abord, au niveau du formulaire, le formulaire de contact avec les clients, mais aussi avec mes fournisseurs. Il y a un principe que l'on a aujourd'hui, ce qui fait que vous devez revoir tous les formulaires qui sont aujourd'hui, qui circulent dans le monde numérique. Eh bien, il y a un principe de minimisation des données. Minimisation des données. Donc, on ne doit collecter que ce qui est nécessaire. Et vous avez à vous à motiver les points pour lesquels vous avez besoin d'avoir des informations. On prend un exemple. Une newsletter
durand@metz.com, c'est simplement suffisant. Mais on peut dire qu'à Metz, il peut y avoir plusieurs P Durand. Il peut y avoir Patrick, Pierre ou Paul. Donc on peut avoir besoin d'identifier Pierre ou Paul pour après le personnaliser. Donc ça, voilà, il faudra le motiver, ce qui n'était pas le cas avant. On collectait les données, on s'en fichait. Là, on peut aujourd'hui motiver en disant j'ai besoin d'éviter les homonymes. Après, on peut dire finalement, Pierre, il parle plutôt allemand que français. Et donc, peut-être que la newsletter en allemand pourrait mieux le toucher. Donc, je vais pouvoir dire, j'ai besoin de connaître sa langue, etc., etc. Vous voyez, il faut motiver tout ça là-dessus. Un autre principe qui est le principe du privacy by design, c'est-à-dire que dès la conception, quand vous mettez en place un traitement, vous devez avoir anticipé les conséquences que pourrait avoir ce traitement sur la vie privée. Exemple, réalité virtuelle, demain une application en hologramme, de la géolocalisation. Donc là, il faut bien entendu anticiper jusqu'où c'est pas intrusif et jusqu'où je peux aller et l'avoir prévu dès le départ. Les durées de conservation. Regardez. Il y a une entreprise qui vantait les mérites des applications, qui conservait les données de géolocalisation plus de 13 mois, parce qu'elle avait considéré que, comme les cookies, en fait, quand on arrivait sur son site, l'application, on l'a lancée, et que comme les cookies, c'est 13 mois, on peut les garder, elle gardait, en fait, ces données de géolocalisation 13 mois. Or, c'était une application. La CNIL a dit, mais c'est complètement disproportionné. On doit le garder le temps nécessaire à être géolocalisé et après on doit l'entreprise a été condamnée. Donc vous voyez, il faut aussi bien voir donc la durée de conservation. Vous savez qu'un client, vous pouvez les garder dans vos bases 5 ans après son premier achat. Au bout de 5 ans, s'il n'a pas fait d'achat, il devient prospect. Vous pourrez les garder si jamais il n'a jamais cliqué sur vos newsletters 3 ans. Donc ça fait 8 ans et au bout de 8 ans, il faut purger. Si jamais il a cliqué, il n'est plus rien. Voilà. Un prospect qui arrive sur un site ou qui utilise des applications, à partir du moment où il est dedans, vous avez 3 ans, et s'il n'a pas été actif, eh bien vous devrez le purger. En revanche, chaque fois qu'il est actif, chaque fois qu'il va plus loin dans vos newsletters ou dans vos campagnes, eh bien vous relancez la prescription, dont vous êtes obligé aujourd'hui de tenir ce qu'on appelle un recueil des consentements, une traçabilité en fait de l'activation pour montrer qu'il a des actes positifs et que c'est un client dynamique et non pas passif. Le principe donc d'accountability, c'est-à-dire là, vous devez toujours apporter les preuves de ce que vous avez fait, et un principe de sécurité, bien entendu, on y reviendra tout à l'heure. Bon, les grands principes de la collecte, l'ICIT, ça doit être des collectes qui sont faites de manière non intrusive et loyalement, c'est-à-dire que la personne est informée, elle a donné son consentement. Une finalité, là aussi, c'est pour une finalité, un consentement par finalité. Et si je vous ai donné mon consentement pour être sur une application, ce n'est pas pour être sur votre site web ou pour autre chose, ou pour une newsletter, vous ne pouvez pas me proposer d'autres choses, à moins que j'ai manifesté d'une manière explicite mon accord. Loyauté, bien entendu, des informations, vous ne pouvez pas me les masquer ou me les tronquer, sinon c'est une information partielle et en fait il y a le même problème. Et puis, bien entendu, le consentement, dès lors que je ne suis pas dans des relations B2B, ou alors que ce n'est pas lié à un contrat, l'exécution d'un contrat. Et enfin, les nouvelles obligations, c'est que chaque entreprise, alors il y a des seuils de moins de 250 salariés, ou si vous n'êtes pas avec des données de masse ou des données sensibles, vous devez mettre en place des registres, désigner un délégué à la protection des données, donc ça c'est pour la marketplace, hein. Il devra avoir le registre et un DPO, mettre en place une politique d'étude d'impact sur des données qui sont de type sensible. Nouveauté importante qui change un peu la donne, c'est que jusqu'à présent, seuls les fournisseurs d'accès et les télécoms étaient obligés de signaler les failles de sécurité. Toute personne qui collecte des données doit, dans les 72 heures, faire une déclaration auprès de la CNIL de failles de sécurité, mettre en place et décrire les process qu'il a mis en place pour éviter cette diffusion. Et la sanction, elle est quand même importante, on va la voir tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à 10 millions d'euros, la défaillance à la matière. Et bien entendu, assurer le droit des personnes concernées, c'est un point important. Alors finalement, quand on regarde bien, c'est un petit peu ce que j'appelle le databerg. C'est que la conformité, il y a tout un haut de l'iceberg, et puis vous avez plein d'autres choses derrière, ce qui fait que c'est vrai que l'enjeu de la conformité aujourd'hui impose aux entreprises, et ce quelles qu'elles soient,
un vrai parcours du combattant. Juste pour vous donner un exemple, une mise en conformité, si vous voulez être compliant, il y a 4832 points de conformité. Donc si jamais vous aviez un contrôle, il y a 4832 fois où on peut en fait vous chercher des poux. Donc c'est pour ça que vous devez avoir une démarche de compliance pour neutraliser en fait les risques qui peuvent être dus autour de ça. Les sanctions, aujourd'hui, on ne peut plus les ignorer. Elles sont très importantes. Je rappelle que jusqu'à récemment encore, on était passé de 150 000 euros à 3 millions d'euros. Avec le règlement, on est passé soit à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires si on ne respecte pas les principes de compliance, de tenir un registre ou de désigner un DPO. Et ça peut aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires dès lors que, ou c'est fait au prorata du chiffre d'affaires de l'entreprise, lorsqu'on a des manquements aux principes et aux droits des personnes. Donc vous voyez, et regardez un petit peu les dernières sanctions de la CNIL. Sur la base des 3 millions, Optical Center s'est fait condamner à 250 000 euros. Et je vais vous montrer tout à l'heure un cas avec Darty. Vous allez voir, où le pauvre Darty n'y est pour rien. Mais vous allez voir un peu les conseils. Ben justement, j'y arrive. Regardez dans cette affaire Darty. Ça date du 9 janvier 2018, donc c'était sous le régime des 3 millions d'euros de possibilités de sanctions. En fait, Darty avait fait appel à une société qui s'occupait du service après-vente. Il le sous-traitait, c'était son sous-traitant. Et en fait, ce dernier ne respectait pas les règles de compliance. Et en fait, il y a eu des plaintes qui ont été portées, mais comme il intervenait pour le compte de Darty, eh bien c'est Darty qui s'est fait condamner. Quitte après à Darty à se retourner sur son sous-traitant. Je vous rappelle que dans le cas du règlement, aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que c'est non seulement le responsable de traitant, mais également ses sous-traitants. Donc toutes les agences, vous êtes sous-traitants et vous serez tenus soit de signer des data agreements, soit de proposer vos data agreements. Et j'allais dire une chose, il vaut mieux que vous ayez vos propres data agreements, parce que si vous ne les avez pas, on vous met un statut de sous-traitant, mais on vous le met en tant que responsable de traitement. C'est tourné de telle manière que, en fait, on vous met des obligations qui sont lourdes. Voilà. Alors, puisqu'on en est là, voyons un petit peu maintenant quel est le plan d'action à mettre en place par rapport à sa place de marché pour être en conformité, puisque c'était l'objectif de cette intervention. Alors, les enjeux, eh bien, il y a dans un premier temps, il faut sécuriser les relations entre les partenaires. Et donc, on a un vrai travail à faire de savoir quel est le statut. Est-ce que le marchand est responsable de traitement? Est-ce qu'il est sous-traitant? Est-ce qu'il est destinataire ou co-traitant? Donc ça, c'est une première, si vous voulez, zone d'action à mettre en place. La deuxième, il faut valoriser l'expérience utilisateur et mettre en place une marge data friendly, politique de confidentialité, formulaire, newsletter et faire un vrai suivi auprès de ses clients. Et enfin, même si ce n'est pas prévu dans le règlement, mais le règlement prévoit une démarche privacy by design, mais finalement, vous devez, sur une place de marché, avoir une démarche security by design. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que dès le départ, vous devez avoir anticipé les conséquences vous pourriez avoir d'une attaque informatique, puisque vous savez qu'en la matière, la question n'est pas de savoir si elle aura lieu, c'est plutôt se poser quand est-ce qu'elle aura lieu. Donc, c'est un vrai objectif ici à mettre en place. Voilà, le plan d'action, je vous le rappelle ici. On le présente souvent. Donc, pour être compliant, votre démarche, c'est regarder l'existant, voir quels sont les traitements qui sont utilisés par votre plateforme. Faire un diagnostic de l'existant. Ce diagnostic va nous permettre ensuite de faire une cartographie des traitements. Cette cartographie va nous permettre ensuite de préparer le registre. Là aussi, on va évaluer l'impact des opérations et pour les qualifier, soit on est face à des traitements qui sont avec des données normales, soit des données qui sont sensibles ou à risque. Ensuite, on prépare, et ça c'est l'enjeu de 2019, les référentiels de sécurité qu'il faut, c'est de l'itération, donc c'est d'une grosse partie juridique. Éventuellement, envisager, dès lors qu'on est compliance, d'avoir une démarche de certification, puisqu'une place de marché, en fait, si elle est certifiée, elle pourra certifier ses marchands. Donc c'est une vraie démarche. La certification, c'est un vrai point. On a maintenant les dispositions pour la certification. Le problème, c'est le coût de la certification. Une place de marché, pour son coût, ça va autour de 20 000 euros. Donc il y a un coût. Et puis ensuite, donc concomitamment, on rentre dans la phase 6.
on désigne un DPO avec un suivi régulier de contrôle et bien entendu mise en place de contrôle de conformité. Ça, c'est le premier plan d'action, j'allais dire, au niveau juridique et j'allais dire réglementaire. Il y a également, je vous rappelle que dans le cadre du règlement, il est prévu que toute personne qui collecte des données est responsable de la mise en place de mesures organisationnelles et techniques. Alors voyons quels sont donc il va élaborer dans les mesures organisationnelles un registre. On identifie les traitements, il fait la cartographie de ces traitements. Ça se passe de la manière suivante, on fait des interviews, vous avez des questionnaires, vous voyez un petit peu le nombre... Alors c'est particulier, parce que, je vous donne des exemples, une petite PME, elle va tourner avec 8 à 12 traitements. Un office de tourisme, il tourne à peu près avec 20 traitements. Une petite commune, elle va tourner avec 300 traitements. Petite commune ou une grande ville, c'est toujours à peu près pareil. Et une entreprise en général, elle est à peu près entre 60 et 400 traitements. Donc vous voyez, c'est quand même des points là aussi. Puis donc, et il y a les traitements, il y a toute la partie salarié, emploi interne, et puis il y a toutes les relations externes. Donc ça fait vraiment beaucoup d'enjeux. L'audit de formalité, et puis bien entendu, la présentation d'un bilan annuel. Sur les principes de Privacy by Design, ça a des conséquences. C'est qu'il faut un haut niveau de sécurité, minimiser les collectes. Et donc là, on fait tout un travail. C'est le service marketing. Aujourd'hui, on ne fait plus un formulaire comme ça. Il faut se poser vraiment la question de quoi j'ai véritablement besoin et pourquoi. Bien entendu, en tant que de besoin, mettre en place des règles de anonymisation. Alors là, là, on est libéré, il n'y a plus de règlement général. Ou alors de pseudonymisation, là aussi, c'est des outils à mettre en place. Et puis, bien entendu, se poser la question, est-ce que toutes les informations que je collecte sur les personnes, elles sont bien visibles et cela est bien transparent. Au niveau des règles de sécurité, je vous ai mis des dispositions parce qu'on a changé en fait la manière de travailler. La sécurité s'est érigée comme étant un principe essentiel, c'est-à-dire qu'on doit mettre en place une sécurité appropriée. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire que vous allez devoir apporter la preuve que c'était approprié au regard des techniques, des moyens, donc tout ça vous devez justifier, évidemment, mais il faudra le justifier. J'avais un tel budget, on ne pouvait pas louer plus, et donc c'est ça les moyens appropriés. C'est dès la conception et par défaut, et bien entendu, vous allez devoir prendre des mesures techniques et organisationnelles adaptées à vos risques. Et enfin, la question des failles de sécurité. Alors, sur des exemples, je vous en donne. Quand on parle des mesures techniques, mais ça, c'est pour ça qu'on passe par des interviews, on va se poser la question de savoir, est-ce que mes locaux sont bien sécurisés ? Il y a des fermetures, c'est ouvert. Souvent, vous avez des gens avec des contrôles, on vous demande des passes, mais pourquoi, dans quelles circonstances et comment on peut passer outre ? Vous avez sécurisé les locaux, vous avez également sécurisé les postes de travail, vous avez sécurisé le réseau local, mettre en place des sauvegardes régulières et bien entendu, autant faire que se peut, pseudonymiser les données de telle manière à ce qu'elles soient difficilement reconnaissables par un utilisateur qui voudrait intervenir dedans. Et puis dans les mesures organisationnelles, il faut mettre en place un référentiel sécurité, cette démarche Privacy by Design, mener des études d'impact en tant que de besoin, tenir un registre des failles de sécurité, harmoniser les politiques de sécurité, sensibiliser et former. Donc nous avons fait, nous au sein de notre cabinet, des MOOC et un Serious Game justement à destination alors ça c'est le responsable de l'entreprise, le responsable du traitement doit apporter la preuve que l'ensemble de ses équipes sont sensibilisées au règlement général de la protection des données. Alors le mieux c'est de passer un MOOC, que tout le monde a bien montré qu'il l'avait compris, il l'avait vu de telle manière à montrer qu'après, si jamais on n'a pas respecté les règles, ça s'est fait à son insu. Voilà, donc former, puis nommer éventuellement quelqu'un là-dessus. Juste pour vous montrer ce parcours, si jamais on veut vraiment être compliant. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on est OK pour toute la partie qui est en gris. Dans toute la partie sur laquelle c'est haché, vous savez, autour de petits points rouges, c'est tout ce qu'il faudrait faire pour avoir une vraie démarche de sécurité dans l'entreprise. Donc c'est ce que j'appelais les référentiels de sécurité. Donc ça, c'est fonction de la taille de l'entreprise, mais c'est des choses, bien entendu, qu'il faudra faire dans les années à venir. Alors ça fait partie d'un plan d'action, vous n'êtes pas obligé de le faire même, tout de suite, mais vous devez montrer que vous êtes en cours en fonction des moyens et des budgets de l'entreprise. Voilà, je vous ai mis également
le point, donc, si vous voulez, d'une étude d'impact, si vous étiez sur des données qui sont sensibles ou qui présentent des données à risque, ou si jamais vous collectez des données sur des mineurs, vous savez que la majorité numérique, c'est 15 ans en France, et donc ceux qui font des gaming, etc., ils doivent bien entendu faire des études d'impact, et donc vous avez un petit peu là le travail à mener. La consolidation contractuelle, alors ça c'est très important et ça vous concerne tous. Selon votre statut, soit vous collectez des données et vous êtes responsable de traitement, soit alors vous êtes sous-traitant. Et donc, bien entendu, vous savez que la loi impose d'avoir ce qu'on appelle des data agreements et de montrer que vous suivez une politique de responsable en matière de collecte de données. Et donc, vous avez les garanties, vous devez apporter des garanties suffisantes. On fait des audits de contrat. Je vous rappelle que si jamais vous ne pouvez pas présenter ces documents, vous ne pourriez plus remporter d'appel d'offres, notamment avec les institutionnels, hein, puisque ça, aujourd'hui, c'est demandé. Et puis, c'est un moyen aussi pour évincer certains fournisseurs. Et puis, bon, bien entendu, distinguer le statut. Soit vous êtes co-responsable, soit vous êtes sous-traitant. Ça dépend les points autour de ça. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Vous avez vu que simplement en se lançant sur une place de marché et en regardant sur 2 points juridiques importants, c'est-à-dire les qualités que je vais avoir, mon statut, et ensuite la matière de fonctionnement de ma place de marché, les données que je vais devoir collecter, eh bien vous vous rendez compte qu'il y a des enjeux juridiques. Donc le droit est un des garants, hein, il crée la confiance. Si vous avez des questions, je veux bien répondre. Je vous remercie de votre attention. Des questions ? Merci beaucoup. Alors, qui a des questions éventuellement à poser à Maître Haas ? Oui. Alors, je vous invite à vous présenter et à bien parler dans le micro. Bonjour, je m'appelle Tony, je dirige une société. On collecte des informations des clients via une plateforme qu'on a en mode SaaS. Donc, c'est une licence qu'on paye tous les mois. Ma question est, qui est responsable des données et de la sécurité des données qu'on y met dedans, sachant qu'on n'a aucun moyen technique d'accéder à la base ou quoi que ce soit? Si j'ai bien compris, vous mettez à disposition dans un cadre en mode SaaS la possibilité d'aller collecter des données, c'est ça ? J'utilise un logiciel en mode SaaS en tant que client. Oui. Voilà, et mes clients sont, toutes les informations de mes clients sont dans ce registre. Oui, d'accord, mais il n'y a que vous qui avez accès à ce registre. Oui. Bon, ben, normalement, vous êtes responsable de traitement. Voilà. Donc, en revanche, ce que vous pouvez demander, c'est à la plateforme de vous apporter des garanties en matière de sécurité, ce qu'ils font. Généralement, des solutions qui sont en mode SaaS doivent être compliant et doivent vous apporter. Vous êtes chez quel éditeur ? PrestaShop, Oxatis Non, ça s'appelle FlexiBeauty. Ouais. Donc il faut lui demander, normalement, il doit vous garantir qu'il est compliance et qu'il a une démarche de RGB. Et vous gardez bien, vous lui envoyez un mail pour lui demander, puis vous gardez bien ce mail, parce que si un jour il y avait un problème, vous pourrez montrer que vous étiez de bonne foi, que vous avez demandé si c'était compliance, et si vous ont dit oui, c'est déjà un bon point pour vous. Mais normalement, ils doivent l'être. Donc ça commence aussi par un serveur qui est hébergé sur le territoire européen, il lutte contre, il y a des pare-feux, enfin bon, il y a quand même certaines... Autre question ? Merci. On a une question devant. Bonjour, Guillaume Jobard, développeur informatique à Metz, spécialisé e-commerce. Bonjour. J'ai déjà vu que certains sites internet prenaient entre guillemets le taureau par les cornes en disant nous le RGPD on n'arrive pas à se mettre à niveau. C'était le cas de sites internationaux, de sites de journaux américains ou de choses comme ça. Et ils disent de toute façon on n'est pas dans les clous, alors on vous bloque l'accès. Et puis de toute façon on vous demande votre avis, mais si vous dites non on vous bloque l'accès. Est-ce que c'est légitime comme démarche ? Est-ce que c'est légal de bloquer, entre guillemets, de dire non, vous n'avez plus le droit d'y accéder, on vous bloque, on interdit, on y va de manière vraiment offensive en disant vous n'acceptez pas les traitements de données qu'on effectue, donc du coup, tant pis pour vous. Est-ce que c'est, comme je le disais, quel cadre il y a par rapport à ce type de blocage ? Merci. C'est une belle et bonne question qui dépasse en fait ce qui est plus éthique qu'autre chose. Parce qu'en fait, vous avez un opérateur américain, puisque c'est le cas, ils ont dit c'est trop compliqué votre règlement général de protection des données, donc nous on se retire du marché, donc on ne veut plus vous servir.
en fait, vous êtes libre en tant que marchand d'occuper ou pas un marché. Donc ça, c'est leur choix. Mais derrière votre question, il y en a une autre. C'est qu'en ce moment, en Europe, on défend la neutralité du net. Et on dit on doit avoir accès sur toutes les plateformes et pas en fonction du débit, etc. Vous savez qu'aux États-Unis, en ce moment, ils sont en train de revenir là-dessus. Et ils ont dit que finalement, cette neutralité, on ne peut plus la supporter parce qu'on ne finance pas les infrastructures et les vidéos nous coûtent très très cher. Et donc vous allez payer en fonction de vos utilisations. Et donc derrière votre question, c'est là, l'utilisation, la conformité juridique, c'est trop cher, alors on se retire, ou alors il faudra payer un prix plus fort, ou vous acceptez de ne pas être protégé. Mais on est un petit peu dans les mêmes règles. Mais c'est vrai, tant pis pour eux, j'allais dire, et tant mieux pour nous, puisque finalement, on se rend compte que dans un premier temps, être exigeant sur la qualité des données, ça a permis Facebook, dans un premier temps, a dit je ne vais pas respecter. Puis ensuite, après Cambridge Analytica, il a dit ça va être la règle pour tout le monde. Microsoft a dit ce sera la règle pour le monde entier et on va l'appliquer. Et vous avez Amazon, AWS, etc., qui a dit on va installer des data centers dans la région d'Amiens, etc., etc. Donc finalement, on a raison de le faire. Et donc, pour ne pas être, comme quelqu'un disait ce matin, une colonie numérique, il faut qu'on se protège. Et en tout cas, nous, on protège nos données. Alors, c'est vrai que nous, on n'a pas inventé Google, mais on a inventé la CNIL. Et donc, finalement, on montre aussi qu'on peut faire des choses. Et nos datas sont importantes, d'autant plus que la vraie richesse seront nos savoirs, et là, on est en train de les protéger. Je vous rappelle également qu'en matière de données, on ne peut pas être propriétaire des données à caractère personnel, puisque ce sont des droits personnels. On autorise quelqu'un à utiliser nos droits. Ça veut dire également que lorsque vous autorisez quelqu'un, à tout moment, vous pouvez récupérer vos données, ce qui est prévu dans le règlement, avec la portabilité. Voilà. Mais vous voyez, la question que vous posez, elle n'est pas simplement le marchand, c'est aussi un vrai débat de société. Merci de l'avoir posé. Très belle question. Merci. D'autres questions ? Une autre ? Bon, allez. Madame, peut-être ? Du tout ? Monsieur ? À nouveau ? Donc c'est encore moi. Alors je reviens dans un autre aspect. Alors moi je suis développeur, alors pas dans une très grosse entreprise, je suis à mon compte. Et donc la plupart de mes clients, que ce soit du e-commerce ou des clients classiques, ce sont des PME, des PMI, voire même des indépendants, des particuliers. Forcément, on le sait, ça a un coût, la mise à niveau. Donc on doit revoir le site internet, on doit travailler ensemble, on doit passer du temps, le temps d'interviewer, le temps justement de rédiger les documents, de les faire valider, de passer par des cabinets comme le vôtre pour, entre guillemets, avoir une validation, une certification. Alors ça, c'est une question où je pense qu'il n'y a pas de réelle réponse, mais est-ce que vous pensez qu'il y aura peut-être des adaptations ou des tolérances qui seront faites par rapport à ceux qui, entre guillemets, ne seraient pas les GAFA, ou est-ce que vous pensez que le modèle de dire tout le monde doit appliquer les mêmes données, que vous soyez Pierre, Paul, Jacques ou multimillionnaire dans le CAC 40, et surtout, est-ce que vous pensez que l'État va peut-être au final pas faire de l'ingérence, mais va dire est-ce qu'on ne peut pas aider avec des dispositifs ou faciliter un petit peu les choses pour faire en sorte que cette transition, qui, je l'accorde, est totalement nécessaire parce que c'est super important, on le dit, le combat des données est vraiment un combat du 21e siècle et qui est vraiment important, mais est-ce que vous pensez pas qu'il va y avoir une aide pour permettre à tout à chacun de pouvoir se lancer sans avoir cette lourdeur administrative entre guillemets additionnelle qui pourrait peut-être faire chavirer du mauvais côté des petites boutiques qui vont dire c'est trop compliqué, j'arrive plus à suivre et du coup je m'arrête, parce que c'est honnêtement le discours de certains de mes clients à l'heure actuelle. Et alors après, comme je le disais, c'est leur choix, c'est leur décision, mais non mais en fait ceux qui veulent arrêter peuvent arrêter. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais aujourd'hui tout le monde suit la même, le train il est parti et tout le monde est dans la même direction. Ce que j'allais dire, c'est que si vous voulez, c'est comme en matière de sécurité routière. Pour pouvoir rouler, il faut un permis de conduire, et un feu rouge, on s'arrête. Après, dans le règlement, il y a un article 0. L'article 0, je vous donne un scoop, je vais vous l'annoncer aujourd'hui ici à Metz. Il est composé de 2 alinéas. L'alinéa 0.1 nous dit pas vu, pas pris. Et l'alinéa 2, pris, puni. Donc si vous voulez, à partir de cela, c'est les règles du jeu. Je pense également qu'aujourd'hui, le besoin de confiance est tel. On voit que 82% des Français ne veulent pas confier leurs données parce qu'ils ont peur qu'elles soient détournées. Mais si elles savent qu'elles peuvent, à son banquier, à sa téléphonie, dans l'énergie, dans le commerce, confier des données, elles le feront parce qu'elles vont avoir derrière ça des services. Donc, et finalement, c'est le droit de pouvoir, si vous voulez, être sur le marché.
Donc il faut là-dessus. Alors l'État, son message, la règle, elle est pour tout le monde, qu'on soit GAFA ou pas. C'est pour ça également qu'on a prévu des pourcentages, parce que vous avez bien compris que quand on dit 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires, ça s'adresse à ces sociétés. En revanche, il est vrai aussi, c'est qu'on se rend compte que c'est un peu un leurre, parce que ces sociétés sont très très bien préparées et elles ont déjà formidablement anticipé. Après, c'est vrai que ça a un peu des coûts, c'est un coût et c'est finalement l'utilisateur qui peut l'avoir, mais c'est peut-être la garantie de ma confiance. Voilà, donc non, on doit faire avec. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je suis toujours ravi d'être dans cette région et je vais vous dire une chose, et ça s'adresse aux Lorrains là, c'est que ça fait maintenant plusieurs années que je reviens. D'abord, je suis venu ici, je vous ai vu, c'était un petit poussin, et puis maintenant j'ai l'impression d'être face à une autruche, donc incroyable. Mais je trouve que cette région est formidablement dynamique, et donc bravo à tous, parce que là aussi vous êtes le reflet de votre région. Voilà, merci à vous.